Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Tout à l'heure, tu parlais aussi du faible niveau de hiérarchie, c'est ça, chez Ikea? Oui. Combien de personnes y a-t-il entre le PDG, toi, et le vendeur, par exemple, dans le magasin? 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 7. Je crois qu'il y a 7 niveaux, oui. Ce n'est pas On tant a que ça. essayé, bien sûr. Dans une organisation, tu dois gérer les chiffres purs. Tu ne peux pas avoir trop de personnes qui sont sous ta responsabilité directement. Mais je pense qu'on a essayé de garder ça le moins hiérarchique possible. Mais tu peux surtout dire que c'est une culture qui reste le plus horizontale possible et qui reste connectée aux gens, qui écoute les gens, etc. Notre fondateur, lui, était phénoménal là-dedans. Et je sympathise aussi avec ce style de leadership. Mais je dois dire que je m'ennuie facilement dans les réunions de conseil ou les comités. Et Totalement. si tu suis tes décisions directement sur le terrain, tu vas non seulement obtenir de meilleures réponses, mais tu seras aussi beaucoup plus rapide pour y répondre. 7 personnes, ça veut dire que, par exemple, chaque manager par pays ne va pas être directement sous ta responsabilité, c'est bien ça? Non, pas directement. Il y a un niveau entre toi et eux, on peut dire, oui. Mais Qui est-ce? C'est quoi? Donc c'est le PDG et ensuite un... en gros, c'est un groupe. Donc le groupe en lui-même a... En fait, la plupart des gens pensent ou voient IKEA comme le détaillant et le côté ameublement. On a aussi un côté investissement très important. Donc la structure de base de l'entreprise, c'est qu'on a accumulé des actifs au fil des années. C'est une longue histoire, mais c'est beau parce que le fondateur a décidé très tôt de ne jamais prendre de prêt bancaire. Donc la C'est pas seule vrai. règle qu'on a, selon lui, en matière financière, c'est qu'on doit gagner l'argent avant de le dépenser. Donc c'est une des structures les plus solides au monde et on a un bilan assez Et pas chargé. de prêt bancaire? Et ça nous a permis à la fois de créer de la résilience financière, mais aussi de faire les investissements qu'on a réalisés dans la durabilité, l'éolien, le solaire, la foresterie, etc. Et aucun prêt bancaire? Oui, Vraiment? il n'y a jamais aucun prêt bancaire. Même pendant la pandémie? Alors pendant la pandémie, on a bénéficié de la solidité de notre résilience financière, je dirais. Donc, quand vous ouvrez un pays, quand vous ouvrez un magasin, c'est sur vos propres actifs? Vous achetez le terrain et vous créez le magasin? Oui, c'est toujours le cas, même s'il y a quelques exceptions où on loue un bien. Par exemple, quand on a commencé à expérimenter les magasins en centre-ville, comme la Madeleine à Paris, on a décidé de louer parce qu'on ne savait pas si ce concept était fait pour nous. Mais aujourd'hui, si tu regardes Place d'Italie, par exemple, Est-ce que c'est encore ouvert? oui, mais on a fermé celui de la Vous avez Madeleine. fermé, c'est ça? Et on a décidé d'ouvrir Place d'Italie, qui est alors un peu une structure plus grande. C'est trop loin, mec. La Madeleine, c'est juste en face. Ah, je vais noter ça. Donc ouais, Place d'Italie, je n'y irai jamais. Je préfère aller à En fait, je suis d'accord avec Évry ou toi. peu importe. En fait, je suis d'accord avec toi. Mais malgré ça, je pense que si on faisait un autre endroit au nord de Paris, on essaierait quand même d'acheter le lieu, parce qu'on ne veut pas être dans l'incertitude des baux locatifs, tu vois? Ouais. En fait, tu sais qu'il y a genre un tout petit Ikea juste ici. Tu savais ça? Oui, il y a un petit point de contact. Ouais, ouais. Tu savais pas ça? Ouais. Clémence sait pas? C'est sur la ligne 14, genre à Pont-Cardinet. Il y a, C'est assez incroyable, ouais. je pense que tu peux juste acheter une cuisine ou... Donc en fait, quand on a développé les magasins comme ça, on est vraiment entré dans une phase super intéressante qu'on appelait l'omnicanal en 2017. Et la vraie histoire, c'est qu'en fait, en tant que nouveau PDG, je me suis senti obligé de voyager pour rencontrer des gens un peu partout dans le monde. Donc en fait, avec ça, j'ai fait une sorte de tour du monde et je crois que Tu peux m'en dire un peu plus sur ton tour du monde? Combien oui, d'endroits et à quel moment? je crois qu'on a commencé en Suède, puis on a fait la Russie, la Pologne, l'Espagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine en 5 semaines. Donc, Ouais. tu rentrais pas à la maison? Alors je suis revenu dans l'autre sens. Ah d'accord. Mais c'était vraiment un super moment. Le truc, c'est que je rencontrais des collègues et des clients partout en voyageant. Et où que j'aille, à ce moment-là, en 2017, les gens disaient « On aime Ikea. On adore Ikea. On achètera chez vous à Ikea. Mais si tu n'apparais pas dans mon téléphone ou sur mon ordi, si tu n'apparais pas comme un commerçant moderne, je choisirai d'autres enseignes. » Et à ce moment-là, on avait commencé à avoir une baisse de fréquentation et de vente. Et comme j'entendais ça encore et encore, je l'ai entendu en Pologne, je l'ai entendu en France, je l'ai entendu au Japon. Donc l'histoire, c'est quand je suis rentré, j'avais un rapport de voyage à présenter à mon équipe de direction et au comité, et j'ai dit « Voilà les infos que j'ai ». Et un de mes collègues a dit « C'est pas un rapport de voyage, c'est une stratégie ». J'ai dit « Non, 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 c'est un rapport de voyage ». Ils ont dit « Non, non, c'est une nouvelle stratégie ». Donc la stratégie omnicanal d'IKEA est née en écoutant les gens. Et donc, à ce moment-là, je pense que pendant quelques années, la peur du changement
où la peur du coût des choses nous a poussés à ne pas assez écouter nos clients et nos collègues. Ok. Donc ce voyage, c'était pas prévu pour faire une nouvelle stratégie. C'était juste prévu pour écouter et comprendre, c'est ça? Oui, oui. Tu peux m'en dire un peu plus sur avec qui tu as voyagé, quelles questions tu avais, qui t'as rencontré? C'était juste le directeur de magasin? C'était les vendeurs? C'était les clients? Ouais, je sais pas. En fait, on a dit qu'on ne voulait pas de salle de réunion et qu'on ne voulait pas de PowerPoints. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait directement chez les gens, chez eux. Genre direct chez les clients d'IKEA? Oh waouh! Ouais, c'est ça, absolument. Donc, on a visité, je sais plus exactement, mais disons qu'on a visité au moins 25 foyers pendant ces 5 semaines, peut-être même plus. Et on a aussi rencontré des collègues partout où on allait. Donc, j'ai eu l'occasion de passer des heures à écouter ce dont les gens rêvaient, ce qui leur faisait peur, ce qu'ils aimaient chez IKEA, ce qu'ils voulaient d'IKEA pour le futur. Et évidemment, j'ai eu le plaisir de rencontrer aussi nos équipes de management. Mais on faisait ça sur le terrain, dans les locaux IKEA, dans les entrepôts ou chez les gens, avec eux. Et dans ce contexte, est revenu encore ce que je pense être le fait que parfois on se trompe sur la stratégie. On croit que la stratégie, c'est un truc où il y a des gens avec un QI plus élevé qui vont vous sortir une idée géniale. Ça peut arriver de temps en temps, mais je pense qu'en vrai, la stratégie, c'est d'écouter profondément ce qui est important en ce moment, et en particulier les choses dont c'est difficile de parler, les peurs, tout ça. Et si tu transformes ça en un vrai problème à résoudre, ça peut te rendre bon. Donc c'est ce qui s'est passé. On a commencé le parcours de la transformation omnicanale d'IKEA, qui nous a menés vers de nouveaux formats en ville, là où on avait besoin d'être plus proche des gens, mais clairement aussi une révolution digitale chez IKEA, où on a rattrapé des années à ne pas être, disons, au niveau moderne de la connexion avec les consommateurs, en ajoutant des services, des livraisons à domicile. Et voilà le truc intéressant. Quand la pandémie a frappé, on n'avait qu'un seul marché, le Royaume-Uni, qui était vraiment opérationnel en ligne. Donc techniquement, ces premières semaines de la pandémie, on était pratiquement à l'arrêt. Tous les IKEA étaient fermés. On était dans le rouge vif et on avait vraiment peur de devoir licencier des milliers et des milliers de personnes et peut-être même fermer certains marchés. Mais en fait, on a réussi en 6 semaines à remettre tous les marchés en route en ligne et en livraison à domicile et ça a sauvé l'entreprise. Donc en fait, dans le contexte de la pandémie, on a même, comme beaucoup d'entreprises, reçu des aides pour garder l'entreprise à flot et sauver les emplois. Après quelques mois, on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas besoin. On tournait sur notre propre capacité, donc on a rendu chaque euro, chaque centime, chaque dollar de ces aides. Donc tu es en train de dire qu'en 2020, par exemple en France, vous ne vendiez pas en ligne? Non, en 2020, on ne vendait pas en ligne. Waouh, c'était tard. Mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la pandémie nous a aidés à moderniser l'entreprise. Oui, comme pour beaucoup. Nous n'avions pas le Ouais, choix. ouais, c'est sûr. Ouais, donc je pense qu'on avait genre un plan sur 2 ans pour mettre les services en ligne en route partout. On l'a fait en 6 semaines. Comment réussir à faire ça en 6 semaines? Parce que Je ne sais tu pas. connais pas le ouais. Bon, c'était un effort incroyable, évidemment. Mais Pour répondre désolé. sérieusement à ta question, heureusement, ça faisait 2 ans qu'on avait déjà commencé à avancer et à travailler sur le paysage digital. On n'aurait jamais pu y arriver sans une partie du travail préparatoire qui avait été fait. En tant que PDG, est-ce que tu mets la grosse pression en disant: «Les gars, vous avez 6 semaines» ou est-ce que ça se fait juste en 6 semaines? Eh bien, le truc intéressant, c'est que pendant la crise, on a divisé l'entreprise en plusieurs parties. On a dit, 1, on fonctionne comme une équipe de gestion de crise. Donc mon adjoint, qui est maintenant le PDG d'IKEA, gérait toute la partie crise et moi, je gérais les opérations business et la transformation. D'accord. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'était évidemment... Tu as pris la meilleure partie. Ouais, je ne sais pas si quoi que ce soit était vraiment mieux ou pire à cette époque, mais c'était une manière très efficace de diriger. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 mois de pandémie, j'ai rencontré un journaliste qui nous avait étudiés et qui affirmait qu'on s'en sortait mieux que d'autres entreprises et j'avais absolument aucun point de comparaison. Mais il m'a ensuite posé une question. Comment ça se fait que tu aies pris de si bonnes décisions par rapport aux autres PDG? Et là, j'ai réalisé quelque chose d'important pour moi parce que, évidemment, je faisais partie des décisions, mais la culture d'IKEA, c'est d'être responsabilisé. Ce qui veut dire que, en temps de crise, d'autres organisations peuvent se retrouver paralysées et attendre que le sommet décide parce que leur risque d'échec est plus élevé. Chez IKEA, les directeurs de pays et les équipes sur le terrain, tout le monde a fait ce qu'il sentait être la bonne chose à faire, avec, je pense, un minimum d'instructions. On a fait 1 ou 2 erreurs peut-être, mais globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a libéré IKEA. On a dit, vas-y, et restons à flot. L'objectif, c'est de rester à flot. On n'a pas besoin de faire du profit, mais on doit rester à flot. Et l'objectif, c'est de garder chaque employé. Donc trouvons un moyen de les embarquer. Et après 2, 3 semaines de, je pense, traumatisme,
C'était en fait assez excitant de voir comment tout commençait à Mhm. fonctionner et à se mettre en place. Si je me souviens bien, le chiffre d'affaires était en baisse de seulement 4%, sachant qu'on a eu 55 000 jours de fermeture de magasins sur l'ensemble d'IKEA pendant ces 2 années. Et le profit était maigre, mais on a quand même fait un léger bénéfice au final. Donc, je pense que c'est l'une des plus grandes expériences que j'ai jamais eues, en fait. C'est un énorme paradoxe. Mhm. Je crois que 2020 était une année bien plus excitante que 2025, d'une certaine Ouais. manière. C'est vrai, sauf la Ben, technologie. chaque année a eu son lot Oui, d'excitation, oui, je pense. ouais. Mais je pense que la pandémie et les années qui ont suivi étaient vraiment un défi. Maintenant, c'est un défi aussi, mais c'est différent. C'était, en fait, oui, c'était des défis de nature différente. Bien sûr, c'était incroyablement difficile avec l'isolement et les inquiétudes pour l'avenir, et ainsi de suite. Dans notre, dans notre monde, le paradoxe était que nous avons pu en fait sauver l'entreprise grâce à notre capacité multi ou omnicanale. Mais c'était des jours où la demande pour l'ameublement était au plus haut parce que tout le monde était à Mhm. la maison. Et Oui. en même temps, les chaînes d'approvisionnement dans le monde étaient complètement perturbées. Donc l'écart entre la demande et l'offre était super frustrant. Mais au final, on y est arrivé. Ouais. Ouais.